Alors, dans les premiers épisodes, on a essayé de discuter ensemble sur ce que c'est réellement les Made in Africa, les réalités que c'est cachent derrière ces concepts. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons un peu essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans la situation qu'on a décrite dans les premiers épisodes. Comment est-ce nous sommes arrivés par rapport à tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui qui ont mené à ça. Comment on est arrivé à ne pas consommer africain ou comment on est arrivé à... Donc, la situation actuelle des produits africains, donc, on a dit qu'il y a de ces produits qui sont fabriqués en Afrique, mais qui n'ont pas vraiment l'âme des produits africains. Donc, ils sont un peu une forme d'importation déguisée. Et aussi, parmi les autres réalités qu'on a essayé de citer, il y a ces produits qui sont fabriqués en Afrique, mais avec des produits des matières premières qui sont aussi importés. Et aussi, il y a selon l'idée que vous avez donnée, que un produit made in Africa doit être au minimum à 60% avec des produits qui sont originaires d'Afrique. Alors, cette réalité-là, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et aussi, il y a plusieurs produits qui sont made in Africa, ne sont pas très consommés, donc n'ont pas encore atteint donc n'a pas encore trouvé leur marché dans les milieux où ils sont produits. Alors, on va essayer de les comprendre comment on en est arrivé là. Bien, je pense que quand je dis 60%, c'est parce qu'actuellement on se doit d'être exigeant envers l'Afrique. On doit mener l'Afrique à être très, très sérieuse. Et donc on se doit de l'exigence. Certains vous diront que lorsqu'un produit déjà est à base de 40% originaire du pays, c'est déjà bon, mais moi je pense que 60 c'est bon parce que c'est au-delà de la moyenne. Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé d'abord à consommer ce qui n'est pas majoritairement africain? Comment on est arrivé à commencer à initier des Made in Africa? Je pense que l'explication c'est vraiment un ensemble de problèmes, il y a beaucoup d'éléments qui expliqueraient cette situation. C'est donc un fourre-tout. Si je disais que c'est suite au contexte historique, j'ai raison. Si aussi je disais que suite au contexte ou à la situation anthropologique de l'Africain, j'aurais encore raison. Mais je pense qu'on est arrivé là suivant l'histoire de notre storytelling. Là, je l'ai dit, c'est l'histoire de notre storytelling qui nous a amenés là. Je l'ai dit pour essayer un peu de prendre en considération tous les aspects historiques, anthropologiques, sociologiques. Pourquoi? La matière dont on est en train de décortiquer aujourd'hui, c'est vraiment la notion de la croissance économique. Et quand vous voyez la mise à jour de l'histoire de la croissance économique, on commence déjà à, si on voyageait un peu dans les temps, on revenait un peu en arrière, toutes les nations ou tous les continents qui ont fait des blocs économiques très forts, vous allez puiser leur puissance dans l'histoire. Comment ils ont essayé un peu de transformer leur mode de production. Nous, on est à ce niveau parce que notre mode de production a semblé stagner pendant beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater que jadis, avant la voiture, il y avait l'utilisation des animaux, etc. Ils ont inventé la machine à vapeur, ils ont inventé, il y a la transition technologique qui aura lieu et ça a développé l'Europe. Nous, par contre, notre histoire a essayé un peu d'être perturbée à un certain moment avec les histoires de la colonisation, de l'esclavagisme. Et ça, faire semblant de ne pas impliquer ça dans notre situation actuelle, c'est ne pas considérer que ces gens-là étaient une force, ces gens-là avaient déjà posé une base, parce qu'avant l'arrivée de l'Européen, avant l'arrivée de cette situation, quand même l'Africain vivait et consommait local, bien qu'à un certain moment on peut se dire que la vie s'est améliorée avec la civilisation ou la mondialisation qui est inventée, et là encore on peut se poser des questions. Nous, notre storytelling a stagné, nous n'avons pas développé un soft power et on est là où on est. Alors, les gens ont considéré que ce qui vient de l'extérieur, c'est de bonne qualité, ça leur fait passer des classes,
Ils ont utilisé la rationalité, ils ont utilisé le plaisir, ils ont utilisé l'image voulue. Et on est là, on n'a pas quelque chose qui en a. Une question du tarot de cet esprit. Ouais. Vous venez de mentionner l'implication des faits historiques que nous avons ciblés en Afrique, comme notamment l'esclavagisme et la colonisation, dans les modèles économiques que nous connaissons aujourd'hui, qui est culturellement parlant implanté dans nos mémoires collectives. J'aimerais maintenant essayer de savoir c'est quoi l'héritage de ces phénomènes historiques dans notre façon de consommer et de produire aujourd'hui en Afrique. Je crois qu'on n'a pas eu l'héritage. Et je crois aussi que ce n'est pas trop tard. Je crois plutôt qu'on peut construire notre storytelling sur cette histoire-là. On doit donc bénéficier un peu des séquelles ou des caracasses de cette histoire. Moi, en regardant comment les États-Unis ont été construits, je pense qu'on a depuis l'Afrique de meilleurs, des gens très intelligents, des gens très forts, parce qu'ils n'avaient pas aussi l'avantage d'amener n'importe qui. Donc, ils ont amené des gens qui étaient... Voilà. Et vous allez voir, je vais donner d'ailleurs un exemple. Si vous jaugez un peu l'histoire du Rastafari, vous allez trouver que les Rastafari ont bien construit ou a bien construit son histoire sur l'esclavagisme. Et ça a marché. Donc, économiquement, on peut aussi construire un modèle sur base de cette histoire. Et c'est le storytelling qu'on doit construire ensemble. Et ça peut faire passer, et ça peut être une bonne publicité, ça peut faire un bon marketing pour certains produits africains. Alors, vous avez dit de tantôt qu'il y a, par rapport à ces faits historiques que nous avons connus en Afrique, nous avons reçu quel héritage aussi. Est-ce que vous voulez dire que ces faits historiques n'ont pas influencé la façon dont les gens consomment en Afrique ou produisent? Je ne peux pas manquer de dire que ça a influencé, mais quand vous avez parlé de concept héritage, j'ai vu ça positivement. Mais négativement, ça a influencé. Parce que quand les Européens viennent, vous allez trouver qu'ils viennent avec des histoires et ils vont nous imposer. À un certain moment, les Noirs vont penser que consommer comme le blanc rendait celui-ci comme le blanc. Donc, celui-ci comme celui-là. Donc, et ça a essayé un peu d'impacter notre façon de consommer, notre culture de consommation. C'est un concept déjà bien étudié. Tous les biens presque importés ont eu la tendance de biens de Veblen. C'est-à-dire que le bien que vous consommez pourrait passer d'une classe inférieure à une classe supérieure. Quand vous vous habillez en super, au quartier, vous vous dites, ce côté dans ça qu'il a monté, n'est-ce pas? Déjà, quand vous parlez en français, vous pensez qu'on va accepter que vous êtes déjà devenu quelqu'un. Vous avez même toutes les émissions qu'on fait sur le média local. On n'a jamais fait ça en Swahili ou en langue locale, parce qu'on va dire, les gens commettent des fautes en Swahili et ce n'est pas criant. Mais en français, en anglais, tout le monde s'étonne. Parfois, les gens peuvent se dire, je ne vais pas lire ce livre parce qu'il est mal introduit en français, on ne construit pas la phrase comme ça. Donc ça, c'est le veblenisme. Donc, si le concept, il y a un économiste qui s'appelle Veblen qui développe ce concept où les gens consomment ou acceptent d'acheter des histoires pour passer des classes. Et je pense que culturellement ou historiquement, les gens ont pris cette tendance. Mais il y a aussi la rationalité. Je ne peux pas acheter mauvaise qualité seulement parce que c'est africain. Là, la question maintenant de qualité. Les gens sont rationnels. Je vais acheter parce que ça va durer que d'acheter quelque chose qui va finir seulement parce que c'est africain. Et c'est là les conseils qu'on peut donner à tous ceux qui font des marques africaines. Ils doivent produire quelque chose où il y a la combinaison de la qualité et de la confiance. Bien que l'un ou l'une conduit à l'autre. Oui, justement. Une autre question qui me vient à l'esprit, est-ce que par rapport à tout ça, à l'évolution de l'histoire de l'Afrique, comment est-ce que tout au long de l'histoire, notre façon, notre culture de consommation et de production s'est développée? En gros, comment est-ce que les modèles économiques africains s'est construit à travers En fait, jusque-là, il n'y a pas un modèle économique africain. C'est pourquoi au début, dans la première partie, j'ai dit que l'Afrique est plurielle actuellement. Par exemple, les Zoulous ont déjà leur propre modèle, par exemple. En Afrique du Sud, ils ont leur propre modèle. Dans certains pays de l'Afrique centrale, ils n'ont pas de modèle. Parce que normalement, un modèle devrait être très positif.
si vous interrogez, vous faites des recherches, vous n'allez pas trouver un modèle de production. Vous n'allez pas trouver un modèle économique africain. Si vous allez dans l'Afrique du Nord, il y a déjà un modèle. L'Afrique qui se réclame arabe, parce que seulement ils partagent la même religion, leurs prêtres s'habillent de la même façon, leurs pasteurs. Ils ont leur modèle. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de l'Afrique plurielle. Vraiment, il n'y a pas un modèle. Il y a des opportunismes, il y a des opportunités, il y a des chocs qui conduisent les Africains, n'est-ce pas? Mais jusque-là, il n'y a pas un modèle africain, à moins que l'on fasse un modèle avant cette émission. Ok. Alors, la prochaine question, c'est, selon vous, qu'est-ce qui freine la production africaine? Donc, si elle est déjà, qu'est-ce qui la ralentit? Et qu'est-ce qui l'empêche d'évoluer et d'arriver à un niveau un peu satisfaisant pour que ça puisse dominer les marchés là? Très bien. Ce qui freine, c'est parce que déjà, on ne sait pas où l'on est. C'est un peu difficile de savoir où l'on va. Ouais. Et pour être très concret, c'est parce qu'il n'y a pas le modèle. S'il y avait le modèle, on saurait quand même. Il y a certains pays, je ne vais pas citer des noms, qui avaient des visions. Vision 2020. Et vous voyez qu'ils sont en train de poursuivre cette vision. Vision 2030, vision 2040. Mais l'Afrique en général n'a pas cette vision. Et certains pays n'ont pas de vision quelconque. Lorsque vous scrutez ce qu'ils font, leur politique, leur manière d'agir, il n'y a pas... Alors, qu'est-ce qui freine? C'est le manque si c'était une nation, on pourrait parler du nationalisme économique. C'est un concept que je voudrais qu'on développe déjà, le nationalisme économique, où on se dit l'on produit ceci parce que la nation a besoin de ceci. Dans 10 ans, il faut qu'on consomme tel produit, donc on commence à cultiver des champs. Parce qu'on est en train de poursuivre une vision quelconque, parce qu'il y a un modèle à suivre. Donc, le fait qu'on n'a pas de modèle a fait en sorte qu'on n'ait pas des produits marques africains. Les États-Unis, par exemple, ils ont un modèle. Ils ont travaillé sur ce modèle déjà. Donc, même dans des campagnes politiques, vous allez trouver que le modèle est mis en avant. À un certain moment, vous allez trouver les rêves américains. Et vous allez trouver chacun dans sa façon de faire, il y a les rêves. À Hollywood, lorsque vous produisez un film à Hollywood, vous devez suivre un modèle américain. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans un film l'Américain perdre la guerre. Les Américains ne perdent pas la guerre parce que dans le modèle, il faut que tout Américain grandisse avec la perception qu'il ne perd jamais. Et c'est comme ça qu'ils vont se débrouiller partout. Et ils vont faire tout ce qu'ils veulent pour que l'image perçue ou l'image soit cohérente avec leur modèle. Et c'est là l'intelligence économique ou les soft power. Par exemple, il y a un concept DHDM. Harvard et hamburger. Vous allez voir, quand vous mangez hamburger, vous passez des classes. Quand vous étudiez à Harvard, vous pensez que vous avez très bien étudié. Et ça a donné le rêve américain en train de grandir. Les deux M, vous avez Microsoft. Quand vous n'avez pas encore utilisé la marque Microsoft, c'est la base technologique, n'est-ce pas? Le McDo, c'est la base de tout ce que vous consommez. Vous voyez. Donc, ils sont un peu de voir comment construire notre modèle, comment construire notre vie. Alors, ma dernière question pour cette partie de notre préparation, c'est là où vous avez parlé du manque des modèles, mais à quoi est-ce que c'est quoi le véritable problème, les vrais défis par rapport à ce manque de modèles qui nous empêchent de hisser les mains de l'Afrique à devenir les puissants de l'économie? Je pense que le problème en paix des mondes, c'est le désordre. On est désordonné en Afrique. Pourquoi je dirais qu'on est désordonné? Parce qu'au niveau des nations elles-mêmes, d'ailleurs, il y a peu de nations en Afrique. Il y a seulement des pays, des superficies habitées. Déjà, lorsque les nations elles-mêmes n'existent pas, c'est un peu difficile que l'Afrique ait un modèle. Les provinces sont en conflit entre elles. Directement à l'Afrique, c'est un peu difficile. Donc, il y a à la source, à la base, un nationalisme qui doit être créé. Il y a une Union africaine qui doit encore renaître, n'est-ce pas? On stabilise les conflits entre les peuples et après ça, on crée un modèle. Donc, le problème est vraiment hors économique, c'est un problème de paix, c'est un problème culturel, c'est un problème de vivre ensemble. Et une fois on aura réussi à faire ça, on pourra. Les États-Unis, si nous en sont arrivés là-bas, c'est lorsque tous les États des États-Unis ont compris que c'est une nation. L'Union européenne, bien que statistiquement on peut encore douter, vous allez trouver que l'Europe a connu une grande croissance après avoir créé l'Union européenne.
bien qu'il y a aussi de quoi que actuellement ça bâcle un peu, mais quand même on trouve que l'Union européenne au fond, au niveau de la conscience, a permis à créer dans chaque Européen l'appartenance à l'Europe. Mais les Africains, il n'y a pas cette appartenance à l'Afrique. Ok, alors, pour essayer un peu de récapituler ces discussions, on voulait essayer de comprendre pourquoi est-ce que, donc, qu'est-ce qui a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport au Made in Africa. Et selon vos interventions, je trouve que le problème est beaucoup plus du côté culturel que du côté de la production en soi. Alors, pour essayer de revenir au même exercice qu'on a fait dernièrement, si vous pouviez raconter votre arrière-petit-fils par rapport à ce que nous venons de discuter aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans le futur? Dans le futur, je pourrais dire 4 choses, ou 2 ou 3 que je vais synthétiser. Et quand je l'ai dit, je suis en train d'emprunter le mot d'un grand Africain, professeur à Harvard, Célestin Monga. Mes arrière-petits-fils devraient développer certaines curiosités. Ils devraient développer une curiosité dans le savoir, c'est-à-dire la connaissance. Ils devraient faire tout pour avoir une connaissance. Deuxièmement, ils devraient avoir la bonne curiosité. Pas chercher à savoir ce que l'autre a mangé, mais savoir ce que les autres nations font pour essayer un peu de construire l'Afrique. Il y a le déficit culturel. Et quand je parle de la culture, ce n'est pas seulement la danse, ce n'est pas seulement la langue, c'est ce nationalisme que j'ai parlé. Il faut que les arrière-petits-fils comprennent qu'ils doivent d'abord former des nations, qu'ils se sentent d'abord appartenir, que l'Afrique doit être une cause. Et ils doivent lutter pour cette cause. Parce que géographiquement, on est obligé d'avoir l'Afrique comme une cause. Et une fois qu'on aura posé cette base-là, tout le monde se réclame africain, tout le monde comprend que l'Afrique a une vision et que les nations ont des visions. Je pense qu'ils pourront construire parce que la connaissance sera là. Avec l'intelligence artificielle déjà, je ne crois pas que les universités, on aura besoin de se déplacer. Mais une fois qu'on comprendra que l'Afrique nous appartient nous tous, je crois qu'on pourra développer des vrais modèles. Et je ne veux pas que ça commence avec nos arrière-petits-fils, je veux que ça commence avec ceux qui vont suivre cette émission déjà, à partir d'aujourd'hui, qui commencent déjà à construire cette Afrique intérieure qui se réclame à nous tous. Alors, ce que je retiens dans votre message, c'est que nous devons faire de l'Afrique une cause pour que l'économie puisse éclore. Alors, à très bientôt pour le prochain épisode.